Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, ravi de vous retrouver comme chaque lundi. Il y a presque 16 ans, jour pour jour, était lancée l'Initiative nationale pour le développement humain. C'était précisément le 18 mai 2005. Ce jour-là, Sa Majesté le roi Mohammed VI donne ses instructions pour un vaste projet de société pour préserver la dignité, améliorer les conditions de vie des citoyens, bâtir l'avenir en s'attaquant directement aux principaux freins de développement humain. Les objectifs sont clairs: réduire la pauvreté, lutter contre les disparités sociales, l'exclusion, mettre en place des mécanismes à même d'intégrer tous les citoyens dans le circuit économique. Au fil des années, ce sont des milliers de projets qui seront lancés dans de nombreuses régions: création d'infrastructures, accompagnement des jeunes, des femmes, jusqu'à la petite enfance pour favoriser l'égalité des chances, et ce, dès la petite enfance à travers bien sûr l'éducation. Demain donc sera célébré le 16e anniversaire du lancement de l'INDH à travers tout le royaume. Avec nous pour en parler, Mohamed Dardouri, le wali, coordinateur national de l'INDH. Bonjour. Bonjour, bonjour madame. Je suis ravie de vous recevoir. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos studios. C'est avec un réel plaisir de me déplacer jusqu'ici pour cette belle radio qui diffuse des messages extrêmement intéressants. D'autant plus que j'ai appris par ailleurs que vous avez des auditeurs un peu partout au niveau du monde pratiquement. C'est très bien que vous le disiez. On va saluer tous les auditeurs de Radio 2M à travers le monde parce que vous avez raison. Notre diaspora, nos MRE à travers le monde entier nous suivent sur Internet et on leur souhaite la bienvenue. Et justement, on va parler de l'INDH en détail. La thématique choisie pour cette 16e célébration: Covid-19 et éducation, bilan et perspectives pour préserver les acquis. Et les acquis, monsieur le wali, ils sont nombreux. De 2005 jusqu'en 2018, d'après les derniers chiffres dont nous disposons, ce sont plus de 43 000 projets de développement humain qui ont été lancés. Mais c'est quoi au juste et que veut dire exactement le développement humain? Parce que ça nous paraît tellement large. Si on pouvait faire une petite définition, rappeler les valeurs, l'ADN, le développement humain, c'est quoi? Très bonne question, effectivement. Le développement humain, parce que ça paraît, beaucoup de gens y englobent beaucoup de choses. Simplement, si j'ose définir ça en quelques mots, donc c'est l'ensemble des connaissances, des aptitudes et le capital santé que chaque individu, normalement, peut avoir. Et très rapidement, donc depuis 1991, le PNUD, les Nations Unies, ont défini ce que c'est donc le développement humain autour de l'éducation, de la santé et du revenu. Mais dernièrement, depuis 2018, il y a une nouvelle définition, notamment par la Banque mondiale, qui dit que le capital humain, c'est pratiquement le capital éducation et capital santé. Voilà un peu, très brièvement, cette notion. Et pour dire finalement que le développement humain aujourd'hui, depuis les années 90, a fait beaucoup de recherches, beaucoup d'écrits, etc. Alors, juste avant de parler d'éducation, la jeunesse a toujours été au cœur de toutes vos actions. L'intégration économique des jeunes, l'accompagnement des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets, l'intégration des jeunes dans le marché de l'emploi, qui ne reste pas sur le bord de la route. Effectivement, aujourd'hui, juste pour revenir sur le développement humain, pour essayer, parce qu'il y a 4 phases pour un individu un peu dans la vie. Vous avez, disons, les 1000 premiers jours qui sont capitaux. Vous avez un peu la petite enfance qui vient juste après. Vous avez l'adolescence, vous avez la jeunesse et vous avez le reste. Et chaque fois, c'est-à-dire qu'on investit très tôt dans ces âges, et plus le rendement est meilleur. Donc, la jeunesse, comme vous l'avez signalé, donc tout investissement dans cette jeunesse est extrêmement important. Et aujourd'hui, donc peut-être on reviendra sur ça au niveau de programme de la nouvelle phase, de la phase 3, parce qu'il a donné tout un programme pour l'inclusion. L'inclusion économique, mais moi j'en parle comme l'inclusion tout court. Parce que les jeunes aujourd'hui... C'est-à-dire l'inclusion tout court, c'est qu'aujourd'hui, nos jeunes ont besoin d'être écoutés,
ont besoin d'être orientés. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il y a un potentiel extraordinaire, mais simplement les jeunes ne savent pas ou ne savent pas qu'ils ont tel ou tel potentiel. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a développé tout un système d'écoute. Et après, bien sûr, qui peut déboucher sur l'inclusion économique, sur l'entrepreneuriat, sur l'employabilité, des choses comme ça, mais qui peut aussi déboucher. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui viennent pour des choses, mais après, il se trouve qu'ils ont un potentiel en musique, des potentiels en théâtre, des choses comme ça, et on n'hésite pas de les orienter parce que nous avons des centres d'épanouissement et de les encourager, même si c'est sur une autre voie. Ça veut dire que même si un enfant, un élève en fait, n'est pas brillantissime à l'école, lui donner la chance, peut-être qu'il a un don pour autre chose ou passionné par quelque chose, et lui donner cette possibilité-là d'aller peut-être même au bout de ses rêves. Hein. Exactement. Et même on a découvert, ça, en chemin faisant, on a découvert qu'il y a des choses que l'INDEH va développer parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont ni diplômés, ni à l'école, etc. Donc, qui ne peuvent pas aller faire des formations parce qu'il faut toujours être diplômé. Nous sommes en train d'innover pour avoir, par exemple, créé tout ce qui est les métiers de digital, qui sont les métiers Alors, on dit que les 80% de métiers d'aujourd'hui vont disparaître. Donc, on va créer des écoles, on va créer pour faire suivre. Aujourd'hui, il y a des tests qui sont en cours pour former ces jeunes, pour pouvoir, par exemple, les orienter vers tout ce qui est développement informatique, des choses comme ça, sans diplôme, sans qu'ils aient de diplôme. Et dans tous les cas, ce thème, peut-être qu'on reviendra sur ça, mais c'est un sujet extrêmement important et complexe, certes, mais, alhamdoulilah, le démarrage depuis 2 ans par rapport à ça nous a donné beaucoup. D'ailleurs, l'un des premiers projets qui ont été inaugurés par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, c'est un projet de l'inclusion économique des jeunes. C'est le 12 février 2020 à Inzgan. Donc pour vous dire l'importance de cette thématique. Jeunesse au cœur de tout. Alors, vous avez débuté en parlant de l'importance et du lien entre l'éducation et la santé. Parce que, en fait, quand on parle de préscolaire, de petite enfance, d'éducation, vous avez un travail de terrain qui est important, et j'aimerais qu'on en parle et qu'on mette vraiment le volet dessus. Mais vous vous dites, et vous venez de le répéter d'ailleurs, il faut commencer par le commencement. Donc, en réalité, c'est pas la petite enfance, hein, c'est la maman déjà, avant même de mettre au monde. Exactement. Parce que dans le travail que vous faites quotidiennement, vous vous dites que si la maman est en bonne santé, l'enfant sera en bonne santé, n'aura pas non plus de retard. Exactement. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs phases. D'abord, il y a, avant même la conception, il y a la femme en âge de procréation, il faut qu'il soit préparé, il faut qu'il soit informé, il faut qu'il soit donc d'abord. Ensuite, il y a l'après, disons, la conception et avant même que l'enfant naisse. Et par rapport à ça, la maman doit être en bonne santé, doit avoir la nutrition qu'il faut, etc. Parce que c'est avec ces conditions-là qu'il peut avoir un enfant en bonne santé. Et une fois que l'enfant est là pendant les 1000 premiers jours, c'est fondamental par rapport à la nutrition, par rapport à la santé de l'enfant, etc. C'est là où, c'est-à-dire là, toutes les études l'ont montré, c'est que chaque dirham investi rapporte énormément beaucoup de choses. Parce qu'un enfant qui est en bonne santé parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on constate encore que nous avons ce qu'on appelle le retard de croissance. Les enfants qui ont la taille et qui ont le poids qui n'est pas suffisant, impact de développement cognitif, développement sur son avenir de ce Et fait. on sait par ailleurs qu'aujourd'hui, pratiquement à l'âge de 5 ans, l'enfant, son cerveau a déjà pratiquement atteint 80-90%. Ça veut dire que les choses qui ne sont pas faites à cet âge-là sont irréversibles par la suite. C'est pour ça que cette phase des 1000 premiers jours, et même avant pour la maman, sont essentielles.
Parce que Alors ça, c'est vrai qu'on a du mal à réaliser parce que c'est pas quelque chose, je veux dire, quand une maman est enceinte, elle va pas, oui, elle réfléchit au bien de son bébé, mais c'est vrai qu'on a du mal à se projeter en se disant, mais pour son avenir, pour son futur, pour effectivement essayer de colmater tous ces retards possibles. Ça veut dire que vous êtes sans cesse sur des études. Ça veut dire aussi que vous travaillez avec des organisations internationales au sein de l'INDH pour s'appuyer sur les expériences d'autres pays. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes accompagnés par des grands spécialistes. Nous sommes accompagnés par des organisations internationales. Nous sommes aussi, on voit tout ce qui se fait en matière de benchmark, tout ce qui se fait par ailleurs. Et aujourd'hui, on sait que, par exemple, c'est ces 1000 premiers jours qui, malheureusement, dans notre culture en général, quoique l'enfant est même trop choyé quelquefois, mais sur l'essentiel, il n'est pas accompagné. Par exemple, aujourd'hui, je vous dis un exemple, une maltraitance d'un enfant dans cet âge, c'est une simple maltraitance, très simple. Alors vous avez 1000, c'est-à-dire au niveau des neurones, au niveau des cellules nerveuses qui sont cassées. Et juste un mot pour l'enfant. Et donc, vous avez aussi des choses au niveau de la nutrition. Malheureusement, que nous sommes nutrition, il n'y a pas mieux que l'allaitement maternel. L'allaitement, et malheureusement, aujourd'hui... Quand on peut. Quand c'est possible. Mais aujourd'hui, dans des pays qui sont les plus avancés, les femmes sont en train de revenir. Donc il y a des femmes, il y a des pays où on arrive à 90% d'allaitement maternel. Nous, on ne dépasse pas 40%. Et parce que l'allaitement maternel, le lait maternel, est fondamental dans la constitution et dans la nutrition de l'enfant, qui est fondamental dans la constitution. Alors, quand on parle d'éducation, j'aimerais avoir un chiffre. Je vais vous en demander un seul. Si je vous dis éducation, vous me dites quel chiffre. Alors, quel chiffre vous auriez envie de mettre en avant? L'INDH, depuis janvier 2019, lorsqu'on a commencé la troisième phase, qui a été d'ailleurs infléchie pratiquement essentiellement sur le capital humain, un seul chiffre, c'est que l'INDH s'est investi beaucoup dans le préscolaire. Surtout le préscolaire dans le monde rural, et dans des douars qui sont loin de tout. C'est-à-dire, sans l'INDH, parce que le ministère de l'Éducation nationale fait beaucoup de choses dans la généralisation aujourd'hui, mais arriver à ces douars, c'est pratiquement impossible. Donc l'INDH, jusqu'à maintenant, c'est 75 000 enfants, presque donc de 4 ans et 5 ans, qui sont dans les écoles INDH. Et ça, juste depuis 2019? Depuis le 1er janvier 2019. Combien vous dites? 75 000 enfants qui ont pu être scolarisés. Donc il y a déjà une première promotion qui est allée déjà à l'école primaire, et il y a d'autres enfants qui suivent, et on va continuer comme ça pendant 5 ans pour justement essayer de toucher, parce que, et là vous ouvrez peut-être, si je vous permettez, juste une petite parenthèse, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de disparités entre le rural et l'urbain, comme tout le monde sait au Maroc. Et là aussi, est-ce que vous auriez des chiffres? Parce que j'imagine qu'à l'échelle nationale, il doit y avoir des disparités peut-être en termes de région. L'urbain et le rural est une chose, mais est-ce qu'il y a des disparités, des régions? Je peux vous en donner plusieurs chiffres. Donc, par exemple, on parlait des femmes, par exemple. Aujourd'hui, les décès des femmes en accouchement, en moyenne nationale, c'est 71 femmes pour 100 000 naissances. 71 femmes par 100 000 naissances. Au niveau du rural, c'est 111, et au niveau de l'urbain, c'est 45. Rien qu'à ramener le rural sur l'urbain, on va être parmi les pays qui ont des chiffres corrects. Les enfants, nous avons les décès des enfants de 0 à 5 ans. Nous avons 22 enfants pour 1000 naissances, c'est-à-dire pour 1000 enfants. Nous avons dans le rural, dans l'urbain, c'est moins de 15, et au niveau du rural, c'est pratiquement le double. Au niveau du retard de croissance, etc. Donc, tous les indicateurs que vous pouvez prendre sur le développement humain, sur le capital humain, le rural, malheureusement, est très défavorisé par rapport. C'est pour ça que l'INDH, l'une des priorités de l'INDH, au-delà du capital humain proprement dit, là où il se trouve, et au niveau national, et on travaille notamment dans
dans le rural. Alors, est-ce que, puisqu'on a la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez? Pas, on n'aura pas le temps de tout détailler, mais juste savoir, parce que c'est des chiffres très importants que vous venez de nous donner, comment vous travaillez au sein de l'INDH? Parce qu'on vous imagine dans vos bureaux à Rabat et on occulte souvent en fait les équipes. Est-ce que d'abord vous avez des équipes dans toutes les provinces On est en 2021, par rapport il y a 16 ans c'était lancé, donc région par région. Aujourd'hui on en est où? Est-ce que vous avez un capital humain, des ressources humaines qui aujourd'hui sont dans toutes les provinces du royaume? Et comment vous travaillez? C'est-à-dire, à quel moment vous décidez que cette action doit être prioritaire? On vous informe en non-stop en vous disant « Attendez, là, il n'y a pas d'école du tout, les gamins se tapent 15 kilomètres, il faut vite intervenir. » Comment ça se passe? Alors, vous aimez les chiffres? Nous avons dans l'écosystème INDH des gens qui travaillent directement dans l'INDH, 14 500 personnes. Ceux qui travaillent... 14 500 personnes sur le terrain. Sur le terrain. Alors, comment on travaille? Aujourd'hui, pour vous dire d'abord que l'INDH est une politique ascendante, contrairement à ce qui est descendant, à tout ce qui se fait. Il y a beaucoup de politiques publiques qui se font de Rabat vers le... Aujourd'hui, l'INDH se fait dans le sens contraire. Autrement dit, nous avons des comités locaux, lesquels comités locaux sont faits au niveau des cercles. Il y a 209 cercles, et plus les districts au niveau urbain. Donc, en tout, il y a 545 entre cercles et districts urbains. Donc, au niveau de chacun de ces territoires, il y a un comité local. Lequel comité local est composé de l'administration locale, des élus locaux, mais surtout de la société civile et même des mécènes. C'est tout ce beau monde-là, au niveau des cercles, qui travaillent ensemble pour diagnostiquer. Par exemple, en matière d'éducation, parce que c'est aussi une caractéristique de l'INDH, ce n'est pas simplement de l'argent. Par exemple, c'est un point essentiel que vous venez d'évoquer, parce que pendant longtemps, on s'est dit que l'INDH, parce qu'on entendait, peut-être à nous aussi, médias, peut-être aussi que c'est de notre faute en termes de communication, on a beaucoup parlé en fait d'enveloppe, d'investissement, on a beaucoup parlé d'argent en se disant l'INDH a investi tant, infrastructure a investi tant dans telle école. Et du coup, en fait, on a assimilé pendant de nombreuses années INDH à aide financière. Aujourd'hui, le rôle de ce comité, c'est d'assurer une veille quotidienne. C'est-à-dire comment? Je vous prends un cercle au niveau de la montagne. Je ne sais pas quelle montagne. Il y a quelques écoles, il y a peut-être un collège, il y a un lycée, il y a un dispensaire, etc. Tous ces gens-là sont mobilisés. Si, par exemple, une école, il y a un mur pour des raisons quelconques ou un toit, il est réparé sur place. C'est pour ça que je dis des mécènes. Ces mécènes sont orientés pour faire les choses. Et d'un. Et deux, donc, quotidiennement, on voit si l'enseignant n'est pas là, si le médecin n'est pas là, etc. Donc il y a cette veille collective pour ça d'un côté. De l'autre côté, il y a à moyen et long terme, ce comité fait ce qu'on appelle le diagnostic. C'est-à-dire les ménages, les enfants qui naissent, quels sont les enfants qui vont aller à l'école, ils ont préscolaire d'abord, les femmes, est-ce que les femmes, d'ailleurs je vous raconte une anecdote, la dernière fois, parce que, et là j'ouvre une parenthèse, je vous dis 14 500 personnes, mais il y a tout le système du ministère de l'Intérieur qui est mobilisé, avec les wali, les gouverneurs, les qaids, etc. Tout le monde est mobilisé aujourd'hui par rapport à l'INDH. Et d'ailleurs, la dernière fois, un chef de cercle, donc c'est un agent d'autorité, qui me disait maintenant, à chaque fois que je vais dans un souk, je regarde est-ce que la femme est enceinte pour lui poser la question, est-ce que tout va bien? Ah bon? Ah oui, pour vous dire, à tel point, parce qu'aujourd'hui, l'INDH, avant qu'on fasse des projets et tout, c'est un changement de comportement. C'est de prendre conscience d'abord que le capital humain, c'est fondamental, et ensuite le capital humain, alors, il est atteint pas par simplement l'argent. Alors, c'est tout l'investissement qu'on y met, etc. Donc, je reviens au diagnostic. Donc, ce comité local fait le diagnostic par rapport à l'éducation, par rapport à la santé. Et tout ça est agrégé au niveau des comités. Il y a d'autres comités au niveau provincial et préfectoral, où il y a la même chose, toujours société civile, élus, etc. Tout ça est agrégé. Et après, ce n'est qu'après que parce que l'INDH phase 3 a innové pour qu'il y ait une planification.
Parce que le capital humain ne se construit pas sur 1 an ou 2 ans. Donc on est obligé. Bon, Être, il y a des gens qui sont contre la planification. Moi, dans l'INDH, on doit revenir à la planification. Parce que cette planification permet d'avoir des programmes à long terme et aussi permet d'asseoir toute une politique. Et l'INDH phase 3 est une caractéristique qui est en train d'être née. C'est que nous sommes en train de mettre en place un système d'information extrêmement puissant qui va nous permettre de suivi et l'évaluation et surtout mesurer l'impact. Toutes les politiques qui sont mises en place, mesurer l'impact dans le temps. Et d'ailleurs même, par rapport, une fois que les diagnostics sont faits, aujourd'hui on a innové, on a mis en place ce qu'on appelle une plateforme d'aide à la décision. Toutes les données... Une plateforme d'aide à la décision. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le digital, c'est la dernière technologie. Ça, on insère tout. Par exemple, on prend une province donnée, un cercle donné. On se dit, ce cercle, est-ce qu'il a de l'eau? Est-ce qu'il a de l'électricité? Est-ce qu'il a suffisamment d'écoles? Est-ce qu'il a, etc. C'est une fois qu'on a toutes ces données-là, nous avons un système qui nous dit quelles sont les priorités. Vous avez suivi dernièrement au niveau du ministère de l'Intérieur, 17-17. Ah oui, tout à fait extraordinaire. Je profite, puisque vous êtes de l'intérieur, je cherche absolument à avoir quelqu'un qui puisse nous en parler parce que pour le coup, c'est unanime, tous les Marocains saluent. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'au sein de l'INDH également, tout est en train de se digitaliser pour aller encore plus vite. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, vous avez, en 2005, le discours royal est venu pour la lutte contre la pauvreté, etc., et en parlant de la dignité, etc. Et aujourd'hui, nous sommes allés au-delà. C'est une autre génération de valeurs, à savoir la transparence, à savoir l'égalité des chances, à savoir... Parce que cette plateforme d'aide à la décision, quel est son rôle ? Son rôle, c'est que, de manière anonyme, tous les indicateurs sont de cette machine et vous dit, par exemple, que le projet X est prioritaire. Même s'il est, je ne sais pas, c'est plus... parce qu'à un certain moment, et ça c'est humain, lorsque vous n'avez pas disons, lorsque les choses ne sont pas vues de manière objective, on peut favoriser des territoires par rapport à d'autres. Aujourd'hui, cette plateforme de décision ne distingue pas de territoire. C'est les données. Par exemple, si je trouve qu'à Taounet ou par exemple à Tinrir, il y a tel indicateur qui est faible, etc., que c'est le plus faible du Maroc. Là, je mets tout le paquet pour qu'à la fin, que tout le monde, c'est-à-dire tout le Maroc, là où il y a les Marocains, ils auront le même capital humain. Et c'est la seule chance, c'est la seule possibilité pour que notre pays avance de manière égalitaire et que tout le monde bénéficie du retour de tout ce qui se fait aujourd'hui. Si parmi les auditeurs, je suis sûr que certains doivent se poser la question en nous écoutant en ce moment en direct, je suis en détresse, j'ai besoin de l'aide de l'INDH, je n'arrive pas à scolariser mes enfants. Où est-ce que je vais ? À quelle porte je frappe ? Est-ce qu'il y a un numéro où je peux appeler ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et je suis dans un village reculé, assez inaccessible. Que doit-on faire ? Alors, là, donc il y a plusieurs possibilités. D'abord, les gens peuvent toujours appeler l'INDH au niveau de local. L'antenne locale la plus proche. Vous avez les téléphones sur ce dossier. Vous avez on les mettra sur nos réseaux sociaux. Nous avons aussi, on travaille avec un ensemble d'associations. C'est très important. Aujourd'hui, par rapport aux phases 1 et 2, on travaille avec pas beaucoup d'associations, mais les associations sont connectées avec le reste des associations. Parce qu'on a essayé de privilégier aujourd'hui le professionnalisme, la compétence et un ensemble de... Et comme ça, par exemple, pour vous dire, pour le préscolaire, aujourd'hui, nous avons travaillé avec 2 associations qui font tous ces chiffres-là. Parce que pourquoi 2 associations ? C'est parce que ça permet, parce que vous savez, c'est pas évident. D'ailleurs, dans pas mal de pays, le préscolaire, on paye, c'est les salaires les plus élevés, les diplômes les plus élevés qui font le préscolaire par rapport au reste. Au reste. Donc, on ne peut pas prendre n'importe qui pour faire le préscolaire. Mais pourquoi c'était si important que ça pour l'INDH d'associer le tissu associatif ? Le tissu associatif, parce que parmi la philosophie de la 3e phase, on privilégie le faire-faire. On se dit, nous, on conçoit les choses, on a les outils qu'il faut, mais ceux qui vont faire... le savoir-faire sur place. Parce qu'ils ont le savoir-faire, parce qu'ils sont sur le terrain,
où aussi ils ont toute la souplesse matérielle et de budget, etc., pour adresser une problématique donnée. Alors que par l'administration, parce qu'il y a quand même des procédures, il y a des choses comme ça. Et dans tous les cas, on a fait l'évaluation de tout ce qui a été fait auparavant et on privilégie, mais simplement, pas n'importe quelle association, c'est des associations disons, professionnelles qui sont structurées, mais elles-mêmes, parce qu'on n'exclut pas le reste, elles-mêmes qui travaillent avec d'autres associations qui sont au niveau du douane, au niveau des communes, au niveau etc. Et c'est comme ça qu'on constitue toute une société civile responsable. Mais aussi... En fait, c'est comme une toile qui se met en place. Exactement. Un tel, voilà, chaque... Je reviens, si vous permettez juste 30 secondes sur le préscolaire. Ce préscolaire, pourquoi 12 associations seulement? Parce qu'aujourd'hui, on a développé à côté pour évaluer ce préscolaire. Et on a identifié 150 actions dans 6 compétences qui vont de comment se laver les mains, c'est extrêmement important. Parce que je sais que c'est important en ce moment. Ouais, entre autres, si j'en parle, c'est à dessein. Je vous raconte juste une anecdote par rapport à ce préscolaire. J'étais dans la région de Saoued, dans la province de Saoued. J'ai visité un préscolaire. J'ai trouvé la maîtresse, l'éducatrice, d'ailleurs c'est une éducatrice. Et Dieu merci, je salue toutes les éducatrices et éducateurs du préscolaire, globalement, et une tâche en particulier. Et je trouvais qu'il y avait 22 petits arbres qui sont plantés. Mm-hmm. Et je disais à l'éducatrice, quelle est l'histoire de ces... Les enfants, j'ai 22 enfants qui ont dès le départ, c'est une initiative locale, qui ont planté 22 arbres. Et chaque matin, les enfants, s'ils trouvent un arbre qui ne croit pas de manière normale, ils commencent à pleurer. Et donc, ça, c'est une éducation. Et là, ces enfants n'oublieront jamais la nature, etc. Et ni leur maîtresse, je peux vous le garantir. Et donc, nous, on a construit un système d'évaluation pour évaluer ces enfants par rapport aux 150 actions et par rapport aux 6 compétences, qu'ils soient cognitives, qu'ils soient, etc., etc. Et là, tout ce système, on peut le construire avec 1000 associations. Mais avec ces associations qui sont connues sur le terrain, qui sont d'ailleurs que je salue Ada et que je remercie. J'ai envie de vous poser une question beaucoup plus personnelle. Quel genre de wali êtes-vous? Vous êtes le coordinateur national de l'INDH. Vous êtes plutôt dans votre bureau ou votre dada, c'est d'aller voir aussi de vos propres yeux. On a dit 14 500 personnes mobilisées, certes, mais vous, est-ce que vous allez sur le terrain de temps en temps? Est-ce que vous allez constater? Est-ce que vous allez à la rencontre aussi, que ce soit des associations ou des populations? Vous savez, n'importe quelle politique publique ne peut pas être simplement conçue et simplement... Il y en a, c'est pas leur truc. Dans tous les cas, moi, à chaque fois, donc, sur le terrain, je vérifie est-ce que tout ce qui a été dit a été bien compris. Est-ce que même ce qui a été dit, est-ce que c'est ceux qui ont édité tout ça, ceux qui n'ont pas bien compris, parce qu'il y a aussi si demain par exemple, tous ces comités dont j'ai parlé, des comités provinciaux, donc élargis à la société civile, aux élus, vont tous étudier, examiner le bilan de ce qui a été fait cette année, parce que beaucoup d'efforts ont été faits par l'État et par le ministère de l'Éducation en particulier, mais par tout le monde, pour essayer de minimiser l'impact du Covid par rapport aux apprentissages. Et donc, il va être passé en revue, bien sûr l'INDH aussi, donc il va être passé en revue tout ce qui a été fait et tout ce qui va être fait, tout en essayant de capitaliser sur ça pour se préparer pour l'avenir. On ne sait jamais comment les choses sont. Pour se préparer, pour justement essayer de minimiser des crises comme ça. D'éviter un impact trop important avec la pandémie. Donc tout ça, moi-même, je vais participer avec le comité local d'El Haouz, dans la région de Marrakech, pour voir. Pourquoi El Haouz? Parce que El Haouz est une province pratiquement très peuplée, très montagneuse, très difficile, parce que, comme vous le savez, elle a été donc privilégiée à un certain moment tout ce qui est, les cours à distance, etc. Mais ce n'est pas toujours évident, parce qu'avec les montagnes, avec tout ça, même le problème de réseau, problème technique, etc. Donc on va essayer, je vais voir sur le terrain,
exactement comment, parce qu'il y aura d'autant plus qu'il y aura tous les éducateurs, les directeurs de lycée. Et Vous tout ça, réunissez tout le monde. de ça, d'un côté. De l'autre côté, donc de façon générale, moi je privilégie, comme je fais beaucoup de terrain, donc je crois sur le terrain, et tout, quelles que soient les politiques. La proximité humaine. C'est ça. Ça c'est donc quelles que soient Parce les que politiques. ça, toutes les nouvelles technologies ne pourront pas les enlever. Oui. Qui plus est, comme vous le disiez depuis le début de cette émission, le contact humain reste quand même essentiel. J'ai une dernière question à vous poser, parce que finalement la thématique, vous y avez un petit peu répondu, puisque vous serez sur un bilan global. Vous disiez tout à l'heure que j'aime les chiffres et vous avez parfaitement raison. Est-ce qu'on peut parler d'argent ? Argent, oui, argent, bien sûr, comme tout le monde sait. On a eu des chiffres très intéressants à savoir, et je rappelle ce chiffre, hein, et vous le retrouverez sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram. Aujourd'hui, si on devait dire, l'INDH a investi, parce qu'on sait qu'il y a eu les infrastructures, on sait les opérations de sensibilisation, c'est combien d'argent qui a été investi ? Alors, globalement, sur les 5 ans, donc, et je rappelle que la phase 3 est une phase pratiquement qui investit dans l'immatériel, dans le capital humain, dans la santé mère-enfant, dans l'accompagnement de l'éducation, que ce soit préscolaire, ou tout l'appui, notamment au niveau du rural, pour aider les enfants à se déplacer, pour l'hébergement d'Artalib, etc., mais aussi les jeunes. Et aussi les jeunes, bien sûr, sans oublier tout ce qui a été auparavant, notamment la précarité, parce que nous avons 11 catégories, donc les handicapés, les femmes en difficulté, etc., les personnes malades, les dialysées, etc. Donc tout ça, et bien sûr, il y a aussi un programme dédié à l'infrastructure, à savoir la construction des pistes pour désenclaver les douars, l'eau potable, l'électrification qu'on continue, mais aussi la santé et l'éducation nationale au niveau de la construction. Donc tout ça, donc il y a jusqu'à maintenant, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2019, là, on est pratiquement à 5441 projets. Donc c'est des milliers, c'est des centaines de milliers. Ça juste depuis le 2019. Hein. Je parle de 2019. Hein, 51 000 5441 projets déjà et actions. Donc, par exemple, je vous dis comme ça, bon, l'argent, donc je vous rappelle que l'argent global pour les 5 phases, enfin les 5 ans, c'est-à-dire 2019-2023, c'est 18 milliards de dirhams, dont 6 milliards dédiés au programme impulsion du capital humain. Donc la petite enfance, que ce soit santé mère-enfant, que ce soit préscolaire. Et nous avons, et bien sûr, la campagne de l'éducation. Nous avons 4 milliards de dirhams dédiés pour les jeunes. Nous avons 4 milliards pour tout ce qui est précarité, savoir toutes les catégories que je venais de citer, et 4 milliards de dirhams pour tout ce qui est infrastructure. Donc jusqu'à maintenant, nous sommes pratiquement en termes de réalisation, à peu près disons, un tiers au niveau des réalisations. En sachant que le démarrage a pris quelque temps parce qu'il a fallu, disons, concevoir et partir de nouvelles... Et mesurer les besoins. Et mesurer les besoins, etc. Donc tout un ensemble. Mais aujourd'hui, nous sommes au niveau après 2 ans et demi, nous sommes pratiquement 2 ans et demi, nous sommes au niveau de la vitesse de croisière de réalisation. Et bien sûr, ça, c'est l'argent de l'INDH. Mais aussi, il y a beaucoup disons, d'argent injecté par d'autres organismes, par les associations. Vous parliez ne serait-ce que du ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé. Alors j'ai une dernière question, s'il vous plaît, que j'aimerais vous poser. Quand vous vous dites aujourd'hui, les objectifs sont presque atteints? Objectif presque atteint, c'est très difficile de le dire parce que je vous rappelle juste que le capital humain, ça se construit sur le temps. Et donc il faut des années et des années pour que justement... Bon, d'abord, ça se construit dans le temps et ensuite, pratiquement, ça n'a pas de limite. Donc aujourd'hui, on a mis en place toute la plateforme de cette politique publique qui est l'INDH, qui est
qui est le chantier de Rennes par excellence, parce que je vous rappelle juste entre parenthèses qu'en 2005, lorsque Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a initié cette initiative, il faut se rappeler que dans le temps, même parler de pauvreté, parler de précarité était presque un tabou. Ah oui, mais c'était pas presque un tabou, c'était un tabou. Donc culturellement, c'est quelque chose d'extrêmement fort qui a été osé. D'autant plus qu'il y avait un ensemble de réformes sociétales, un ensemble de réformes économiques, etc. Mais très rapidement, et d'ailleurs c'est l'un des premiers pays, du moins de notre niveau, enfin des pays comme le nôtre, qui ont initié des actions, des programmes, disons, des politiques publiques en matière de développement humain en général et capital humain en particulier. Donc pour vous dire que depuis le temps, donc on a fait beaucoup de chemin et aujourd'hui nous sommes en train d'aller et de maîtriser vraiment ce qu'il nous faut. Et parce que, comme peut-être tout le monde ne le sait pas, c'est que la principale richesse, par exemple si on prend les pays de l'OCDE, sont les pays les plus développés, 70% de leur richesse est constituée par le capital humain. Bien sûr. Donc la principale richesse d'un pays, c'est le capital humain. Donc nous sommes en train de poser tous les jalons pour essayer de construire un capital humain qu'il faut. C'est le seul garant qui va, pour notre pays, nous permettre un vrai développement. Et de booster le Et PIB. dans tous les discours de Sa Majesté, à chaque fois, parce que ce développement autour de l'homme, c'est l'essentiel de tout ce qu'on doit faire normalement. On aura beau faire des autoroutes, etc., je ne sais pas quelle infrastructure, quel que soit des ports, etc. Mais si on ne construit pas l'homme, on n'aura pas fait grand-chose. Merci beaucoup. J'ai envie de vous dire joyeux anniversaire, mais finalement, est-ce que vous auriez un message aux éditeurs qui nous écoutent? Alors, moi, j'aimerais, parce que le capital humain, peut-être que je ne l'ai pas dit au long de... Le capital humain est une affaire de tous, comme l'éducation. Ce n'est pas simplement... L'INDH ne fait que... vous savez, moi, je qualifie l'INDH comme le ciment qui essaye... Parce que le ciment, en général, c'est de petites quantités. Mais il met en agrégation l'ensemble des ingrédients, enfin des gravettes, des choses comme ça. Donc c'est peu, mais c'est quand même important. Mais pour construire la maison, il faut tout ça. Tout ça. Donc le capital humain, c'est une affaire de tous. Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler pour ériger, on a fait des propositions et je pense que le capital humain, le développement mérite une journée. Et ça va être la journée du 18. C'est la journée, et ça c'est la première que je vous... Ah ben c'est gentil. Donc c'est la journée nationale du capital humain, qui deviendra chaque 18 mai. Journée 18 mai, tout le monde fêtera le capital humain. Ce serait extraordinaire. Et dire tout ce qui se fait en matière de capital humain qui est immatériel est un investissement beaucoup plus important que tout le reste et beaucoup plus rentable que tous les investissements qu'on puisse imaginer. Ça c'est sûr ou c'est un projet le 18 mai Nous sommes en train de mettre... Qui deviendrait en fait une journée nationale. Mon souhait, ça c'est une bonne nouvelle que vous nous donnez. Personnellement, mon souhait c'est que demain, 18, parce que comme je vous ai dit, 2005 était une rupture. C'est qu'on est passé d'un modèle à un autre modèle. Tout à fait. Et aujourd'hui, donc, il faut ériger cette journée en journée nationale du capital humain. Merci beaucoup de toutes ces informations et vous nous en avez donné énormément et beaucoup de chiffres. Merci M. Ahmed Dardouri. Je rappelle que vous êtes le Wali, coordinateur national de l'INDH. L'INDH qui célébrera demain son 16e anniversaire à travers toutes les provinces du royaume. Et puis peut-être à saluer ce chiffre que vous nous avez donné, 14 500 personnes qui sont mobilisées chaque jour en fait auprès de nous, citoyens. Et puis ce petit rappel à l'ordre que vous m'avez fait, et vous avez parfaitement raison, effectivement le capital humain c'est notre affaire à tous et à chacun aussi de faire les efforts qu'il faudrait. Merci à vous infiniment de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi prochain, il est 13h45 à 14h, à ne pas manquer l'édition en langue amazigh. À lundi. Vivre avec vous.